Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Alors ça c'est pas mal intéressant je trouve parce que ça parle de la journée mondiale des animaux. C'est quoi cette science qui nous permettra un jour de dialoguer avec eux? Et ça ce serait vraiment génial si on pouvait vraiment faire plus que juste de l'observation et d'arriver à pouvoir vraiment comprendre ce qu'ils attendent, ce qu'ils comprennent. Bon, ce qui est peu probable, mais on va lire ceci pour voir qu'est-ce qu'ils disent, comment on pourrait soi-disant dialoguer avec eux, comment on pourrait vraiment comprendre ces animaux au lieu juste d'appliquer les croyances qu'on a et dire tiens on va faire ça parce qu'on pense que c'est bien pour eux mais c'est pas forcément bon pour eux parce qu'on ne peut pas être vraiment totalement à leur place. On observe, on peut voir, on peut se dire tiens ça c'est bon, ça c'est pas bon mais on pourra jamais être à 100% savoir ce qu'ils veulent. Ça m'étonnerait qu'on arrive vraiment à un dialogue. Mais bon, on va lire cet article. Et avant de lire cet article, j'ai d'abord quelque chose à vous proposer. Alors, c'est totalement gratuit, donc vous pouvez en profiter. C'est une série de vidéos sur la maintenance des serpents, hein, pour ceux qui veulent participer à la conservation des animaux. Hein, si vous avez envie de faire quelque chose pour les animaux, pour éviter qu'ils s'éteignent, bah, vous pouvez participer à ça. Vous pouvez recevoir une série de vidéos gratuitement qui va vous aider à commencer votre premier élevage d'un serpent et ainsi pouvoir contribuer à la conservation. En outre, vous pouvez aussi recevoir 4 livres, un livre sur les vipéridés, un livre sur les élapidés, un livre sur les pitoniidés et un livre sur les colibridés, c'est-à-dire les couleuvres. Tout ça, c'est livré gratuitement. Vous avez les liens en description. Vous avez aussi, et ce n'est pas tout, ouais, parce qu'il y a aussi une liste des serpents avec lesquels vous pouvez débuter, etc. Donc il y a pas mal de choses gratuitement qui vous sont offertes. Le lien est juste en description. Il vous suffit de donner votre email en échange, votre prénom, votre email, et vous pouvez recevoir tout ça gratuitement. Sur ce, on va se concentrer donc sur ce fameux article. On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors bon, apparemment c'est une traduction automatique. De quel truc on ne sait pas. Bon, après on va faire avec. Hein. La zoosémiotique vise à décrypter la langue et le langage des animaux pour mieux les comprendre, les protéger et peut-être un jour pouvoir dialoguer avec eux. L'essentiel. À l'occasion de la journée mondiale des animaux, ce vendredi, 20 minutes fait découvrir une discipline de la recherche qui vise à faire parler les animaux, les zoosémiotiques. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ça peut être intéressant. En zoosémiotique, des chercheurs en sciences du langage, des éthologues, des vétérinaires, des historiens et des juristes étudient et analysent les animaux, leur langue et leur langage pour mieux les comprendre et les protéger. À terme, et notamment grâce à l'intelligence artificielle, la Société française zoosémique vise à créer des dictionnaires de zoolangue et pourquoi pas réussir à créer de véritables traducteurs automatiques de langues et des langages animaliers. Ouais, bon. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est rien de plus qu'une grosse base de données. Hein. Bon, ok, sans outil. Mais bon, après, les grosses bases de données, c'est ça qui est hyper pratique, vu que justement, on peut poser toutes sortes de recherches et avoir des réponses plus rapides. Mais bon, après, ça remplace pas l'humain non plus. Hein. Faut pas déconner. Hein. La suite. Que le propriétaire d'un animal de compagnie qui n'a jamais parlé à son petit compagnon lève la patte. Personne. Normal, nous savons tous très bien que d'une certaine façon, ils nous comprennent qu'un véritable échange existe. Malheureusement, nous ne disposons pas de traducteur automatique qui permet une franche discussion, pas encore. On est même très loin. Mais c'est pourtant ce vers quoi tend la zoosémiotique. Coupons tout de suite. Il ne s'agit pas de télépathes, voyants ou autres escrocs qui prétendent communiquer avec l'animal par la pensée. Alors bon, ça, moi, je ne sais pas si on peut parler vraiment, comment on peut affirmer aussi là de ce côté-là que c'est une escroquerie. Mais après, on y croit, on n'y croit pas. Je ne comprends pas l'auteur comment il peut affirmer une chose. Et sinon, à la limite, voilà, chacun y croit ou croit pas, il fait comme il veut. Non, on parle ici de vrais experts qui étudient et décryptent le langage et les langages des animaux en tout genre. Chercheurs en sciences du langage, historiens, éthologues, vétérinaires, de nombreuses compétences se trouvent dans la Société française de zoosémiotique SFZ, fondée en 2007 à la Sorbonne, un nom savant qui cache l'étude des signes appliqués aux animaux. Certains animaux sont des êtres sentients, c'est-à-dire des animaux qui ressentent des, qui ressemblent et qui ont des émotions et tout ça, genre il y a les poulpes et tout ça qui ont été considérés soi-disant comme ça. Bon après, hein, ça change rien. Hein. Que les animaux, ils ont des ressentiments comme nous ou pas, ça reste pas moins qu'il y a toujours une relation de proie et de prédateur et que les animaux, ça se mange. Point. Ils ont des sentiments, pas. De leur côté, ils font pas attention à ça. Il n'y a que l'humain qui fait ça. Hein. Cette discipline vise à faire parler les animaux, explique Astrid Guillaume, maître de conférence en sémiotique à Sorbonne Université et fondatrice de la SFZ.
Pas au sens premier du terme, bien sûr, mais nous cherchons à comprendre leur langage et leur langue et leur langage, ajoute-t-elle. Super, mais en vrai, à part savoir si notre chat a bien dormi, on sait très bien que oui. À quoi ça sert? Tout simplement à mieux les comprendre et davantage les respecter, explique Astrid Guillaume, car ce sont des êtres sentients. C'est pas une raison, ouais, pour autant de respecter tous les animaux pour autant, hein. Enfin bon, ça c'est des gens qui sont vraiment trop émotifs. Mais après, c'est vrai que selon ce qu'on va faire, c'est bien d'arriver à les comprendre. Mais il ne faut pas non plus se dire, tiens, les animaux, on les met à la même égalité que nous. Non. Il y a un truc qu'on appelle la chaîne alimentaire et ça fonctionne pas comme ça, quoi. Qu'ils ont des émotions ou pas. Après la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles qui ressemblent à la douleur, le chaud, le froid, en 2015 en France, la FSZ s'attelle désormais à faire reconnaître certains animaux comme êtres qui ressentent des émotions, la peur, la joie, l'angoisse, la farce. La FSZ a déjà acquis une première victoire avec l'entrée du mot sans-science dans le Larousse en 2020 et travaille actuellement sur l'établissement d'une liste de ces animaux parmi lesquels tous les vertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères, mais aussi d'autres comme la pieuvre et peut-être même certains insectes. Voilà, la pieuvre, c'est le premier qui a été reconnu comme tel. D'ailleurs, tous les céphalopodes le sont. Après les autres. Mais c'est vrai que même pour des reptiles, moi je peux vous dire, selon mon extérieur, que ce soit des oiseaux ou des reptiles, ça se voit. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que les animaux, ils ont des émotions. Ça se voit en long et en large. Et même dans le cas de serpents, je peux vous garantir que ça se voit. Quand vous faites des changements et tout, vous remarquez leur réaction. Même si ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de demander de l'affection de vous que ça ne se remarque pas qu'ils n'ont pas des sentiments. Nommer pour faire exister. Car oui, cette bataille commence par les mots. Tant que les choses ne sont pas nommées, elles n'existent pas. Il faut donc créer une terminologie, explique Astrid Guillaume, qui confie que les tâches n'est pas aisée. Il y a beaucoup de réticence, de réfractionnaires dans une attitude parfois quasi religieuse à reconnaître les émotions et l'intelligence des animaux. D'abord parce que nous sommes dans le pays de la gastronomie, et reconnaître ces qualités aux animaux pourrait remettre en cause le fait de les manger et leur traitement. Alors sur ça, moi je suis pas d'accord. À la limite, leur traitement, oui, en partie, mais non, on est toujours omnivore, on a toujours besoin de manger les animaux, que ça nous plaît ou pas, et c'est le cas de beaucoup d'animaux. La plupart des animaux sont omnivores, et d'ailleurs, le premier truc qu'ils mangent, c'est des protéines, hein. Vous pouvez tester avec des primates ou ce que vous voulez. La première chose qu'ils vont manger, c'est les protéines. Même des oiseaux, c'est pareil, hein. Vous donnez des protéines à des oiseaux, c'est la première chose qu'ils mangent, hein. Donc ça change rien qu'ils sont sentients ou pas, ça change pas à comment la nature elle fonctionne. Mais aussi parce que la philosophie a souvent rejeté l'idée de la mouvance de Descartes, qui ne voyait dans les animaux que des machines sans âme à exploiter. Bon, ça, il ne faut pas non plus aller dans ce sens-là, évidemment. Pour beaucoup de philosophes, un animal ne serait jamais intelligent tant qu'il n'aura pas écrit une encyclopédie. Pourtant, un animal l'a déjà fait, l'humain. Si vous vous adressez à la biologie, la question ne se pose même pas. L'humain est un animal parmi d'autres. Oui, tout à fait, hein, on fait partie du règne animal, mais on est quand même très différent des autres animaux. On est beaucoup plus évolué dans la chaîne alimentaire. Il faut assez atterrir parce qu'il n'y a aucun autre animal qui va se soucier d'un autre animal. Il n'y a que l'humain qui est capable de faire ça. Il existe déjà des dictionnaires animaliers. Mais pour éviter d'égratigner ses âmes sensibles, Astrid Guillaume prend des précautions et préfère utiliser des termes tels que zoolangue pour les échanges sonores et zoolangage pour les gestes et les comportements. Et pendant ce temps, des chercheurs de tous bords, juristes, observent, analysent les animaux pour décrypter leur langue d'abord. Nous avons de très nombreuses études qui montrent ces échanges sonores chez les cétacés ou les chats par exemple, explique l'universitaire, ce qui est souvent considéré à tort comme de simples chats aux vociférations sans en réalité de vrais dialogues. Chez le gibbon, par exemple, on sait que si la menace vient du ciel avec un aigle, par exemple, ou du sol avec un serpent, le cri sera différent, avec un volume différent, une fréquence différente, etc. Donc oui, ça, on sait qu'ils ont des communications langage. Chez beaucoup d'espèces, il est possible sans encore comprendre le message profond de l'identifier, que ce soit un message de danger, d'urgence, de protection, de reproduction. Pour certains cas, comme le gibbon, la sophistication est telle et les études si avancées qu'il existe même un dictionnaire, une réalisation que la SFZ aimerait étendre à d'autres espèces. Donc ça, techniquement, c'était une très bonne action parce que c'est tout à fait vrai. Les animaux, la plupart des animaux,
ils ont des langages de communication et pour ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est observer. Observer, comprendre. Après, avec un dictionnaire, forcément, on gagne du temps. Avec l'intelligence artificielle encore plus, vu que du coup, on a un moteur de recherche qui est beaucoup plus rapide que si c'était imprimé sur papier et que vous devez chercher vous-même manuellement. Mais sinon, bon, c'est quelque part une bonne action. Mais après ça, voilà, ça reste quand même de la nourriture et puis c'est tout, quoi. Sur ça, ça change pas. Des baleines avec des accents. Et comme chez les humains, il existe de multiples types d'individus. Chez le chat, par exemple, on sait que les siamons sont beaucoup plus bavards que les Européens, que les Persans montrent très haut dans les aigus, explique Astrid Guillaume. Mieux, certains animaux peuvent même avoir des accents. Il existe des dialectes dans certaines espèces. On constate chez les grands cétacés qui font le tour du monde qu'ils apprennent des chants avec certains accents qu'ils transmettent ensuite à leur communauté d'origine. C'est d'ailleurs le cas chez tous les voyageurs, que ce soit les oiseaux ou les loups. Ce sont des zoodialectes et en les comparant aux chants d'origine, on voit apparaître les nuances. Une équipe de la SFZ travaille d'ailleurs avec l'entreprise Dassault Systèmes sur des outils électroniques et l'intelligence artificielle pour réussir à une séquençage sémantique qui pourrait permettre de comprendre ces champs. Le comportement pour échanger entre espèces. Mais la langue n'est pas le seul moyen de communication des animaux. Le geste et le comportement en sont aussi. D'ailleurs, le zoolangage est celui qui permet de différentes espèces d'échanger entre eux. Il existe certains comportements communs comme le fait de montrer les dents en cas d'agression ou d'intimidation. Bon, là, elle revient un peu sur les primates. Il faut savoir que quand un primate montre les dents, c'est pas un sourire, c'est au contraire, c'est un signe d'agression. Un chat ne bouge pas la queue s'il est content, au contraire d'un chien. Mais s'ils passent du temps ensemble, chacun va comprendre le langage de l'autre. Un peu comme si vous rencontrez un étranger sans langue commune. Par les gestes, vous allez finir par créer votre propre langage à vous. Le zoolangage permet aussi d'étudier la culture des espèces, car oui, il y a une culture animale qui est les mêmes reconnue par le ministère de la Culture, une autre réussite de la SFZ. Par culture, on entend tout ce qui est la transmission de l'apprentissage. Par exemple, si vous faites se rencontrer un chat adulte avec un petit, il va lui apprendre des choses. À se laver, par exemple, si le premier chat meurt et qu'on fait entrer un autre petit, l'autre va lui apprendre ce qu'il a appris du premier. C'est la transmission. Le jeu, la farce utilisée pour transmettre entre animaux. On peut aussi le voir chez certains singes qui apprennent à casser des fruits avec des pierres ou à laver des petites pommes de terre. C'est très visible chez les animaux qui chassent en meute comme les orques ou les loups. Pendant que les grands s'entraînent à occuper l'espace pour bloquer une proie, mettant en place des stratégies, ce qui dénote une très grande intelligence, notamment une intelligence collective. Les petits observent et apprennent, explique Astrid Guillaume, qui confie que comme chez les humains, on voit certains individus plus intelligents ou plus sportifs que d'autres. Et comme chez les humains, cette transmission peut passer par le jeu, par la farce. Chez les primates, la notion d'humeur est de plus en plus reconnue. Chez les chats, cela passe souvent par la surprise, se cacher pour surprendre l'autre. On retrouve même chez certains poissons dont on a découvert qu'il avait une vie très riche et des zoolangues. Grâce aux micros subaquatiques, on a pu entendre des échanges. Il y a pour casser le code du langage. Toute la compression des animaux pourrait être d'autant plus utile pour la condition que le changement climatique. Les guêtres, comme l'explique la chercheuse, avec la calotte glaciaire qu'ils font, on ne va pas recréer des icebergs, mais on va peut-être savoir comment vont les animaux, où sont les limites de l'accessibilité pour leur organisme. C'est pourquoi la SFZ travaille aussi avec les juristes pour faire évoluer le droit vers plus de reconnaissance de l'intelligence animale et plus de protection. Ouais, je pense qu'en ce moment, on a beaucoup trop de protection contre les animaux, hein, à un point que ça devient trop exagéré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans la maltraitance des animaux, mais par contre, il y a un juste milieu quand même à avoir. D'ailleurs, la FSZ a déjà intégré dans sa charte que la zoosémiotique ne doit pas être utilisée à l'encontre de l'intérêt des animaux. Comprendre et dialoguer avec les animaux ne doit pas être utilisé pour les exploiter ou pour les utiliser en temps de guerre, par exemple, comme c'est déjà été le cas avec des chiens ou des dauphins, assure Astrid Guillaume. Car on sera peut-être un jour vraiment capable de totalement comprendre les animaux et leurs besoins. Une équipe travaille actuellement aux États-Unis sur un traducteur basé sur l'IA qui pourrait à terme casser le code du langage animal et agir comme une pierre de Rosette. Donc voilà pour ce qui est de cet article. Alors là, par contre, je vais éviter de lire tous les commentaires parce qu'il était déjà assez long. Voilà, pas trop.
Donc c'est intéressant quelque part. Bah, après, ça ne veut pas dire que sous prétexte que les animaux ne sont pas totalement stupides, qu'ils ne doivent pas être exploités, hein. Comme nous, ils ont leur nourriture et tout, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Leur logement, c'est pareil, ça coûte de l'argent. Donc les animaux doivent aussi travailler, même s'ils n'arrivent pas à le comprendre, quoi. On ne peut pas dire, tiens, on a des animaux, on les exploite pas du tout. Or que quelque part, il faut bien payer leurs charges, hein. Leurs charges, ça coûte, hein, leur nourriture, ça coûte, leur installation, etc., ça coûte. Donc ce genre de vision, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, donc voilà en grosso modo ce qui est dit dans cet article. Donc quelque part, grosso modo, je suis assez d'accord sur ce qui est dit, mais pas comme dit complètement, quoi, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, pour rappel, aux animaux, que vous avez envie de participer à la conservation, sachez que vous pouvez avoir une série de vidéos sur les serpents avec 4 livres et tout. C'est en description, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer dessus, de donner votre email en échange et vous recevez tout ça. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.